Hunter et Denver ont été les premiers à arriver à Avalon. Lorsqu'ils ont mis le pied à Avalon, aussi appelée la Cité des Recherches, c'était la seule ville dans laquelle on faisait le plus de recherches. C'était la seule ville dans laquelle on découvrait le plus de choses. C'était une ville dans laquelle il y avait beaucoup de laboratoires. Lorsque Hunter a mis le pied à terre, Denver, qui était derrière lui et qui surveillait ses arrières avec son fusil, avec son arme, avec son fusil en main, le doigt sur la gâchette, la main sur le manche, le doigt sur la gâchette, et le manche accroché à son épaule, le manche avec sa main serrée dessus, le doigt sur la gâchette, il était en train de surveiller ses arrières. Il marchait en arrière et gardait son omoplate, son épaule, contre le sien. Juste devant, Hunter était en train de marcher. Ils sont arrivés devant une porte métallique. Cette porte métallique était fermée, blindée. Elle était blindée et coulissait sur le sol. Lorsque Hunter a mis sa main dessus, il a senti que la porte n'était pas complètement fermée. Il a tout de suite essayé de la pousser sur le côté pour la faire glisser. Mais impossible, la porte devait faire 3 fois son poids. La porte devait faire 3 fois son poids, ou peut-être même une centaine de kilos. Il a alors demandé à Denver de venir l'aider. Denver a lâché son arme et l'a alors accroché avec la sangle autour de son épaule. Il l'a aidé à ouvrir les portes, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Pas assez pour passer. Elles se sont ouvertes un peu, mais pas assez pour passer. Une fois qu'elles se sont ouvertes un tout petit peu, Denver est arrivé avec un pied de biche et une hache qu'il avait trouvé. Un pied de biche qu'il avait trouvé par terre, juste à côté d'une benne, une benne à ordures et d'un vaisseau qui était garé sur le côté. Un vaisseau qui n'était pas plus grand que la taille d'une voiture. Lorsqu'il a trouvé ce vaisseau, juste par terre, un pied de biche qui était accroché à la surface du vaisseau. Il l'a pris et est arrivé en courant, cassant la vitre d'une hache qui était dans une petite vitrine rectangulaire dans un mur pour pouvoir s'en servir, accroché à 2 morceaux de métal, accroché à 2 crochets de métal. Il l'a prise et est arrivé avec cette hache. Ils ont séparé les 2 portes et sont rentrés dans le laboratoire. La porte n'arrêtait pas de répéter « sas de compression fermé, sas de compression fermé, sas de compression fermé », alors que la porte n'arrêtait pas de répéter « sas de compression fermé ». Quand ils sont rentrés et que la porte s'est fermée, il était écrit « décompression dans 3, 2, 1 ». Le compte à rebours est arrivé à 0 et la porte s'est fermée. Il y a eu une décompression. Soudain, l'air qui était chaud à l'intérieur est devenu beaucoup plus froid. Hunter est alors allé voir le thermostat. Hunter est allé voir le thermostat, a allumé une tablette sur le côté. Il a allumé sur la tablette sur le côté, a fait un swipe en forme de zigzag et a fait 2-3 manips. Sur une sorte de molette rouge, il a fait 2-3 manips et l'a fait tourner 2-3 fois sur le côté. Afin de réguler les angles qu'il voyait sur les côtés, il a vu apparaître sur la tablette sur laquelle il était en train de swiper et de faire quelques manipulations, il a vu apparaître les angles de la pièce en entier, filmés par des caméras rondes dans les coins. Il a vu apparaître la pièce, filmée de manière circulaire, il a vu apparaître la pièce et regarder les moindres des angles. À un moment, un couloir long sur le côté, obscur et pas éclairé. Denver est passé devant avec son arbre, et Hunter ensuite l'a suivi. Ils sont arrivés dans une salle de cryogénisation. Denver, en mettant sa main contre le mur, a allumé la salle. La salle de cryogénisation était complètement froide. À l'intérieur, Denver a mis sa main sur un sas de cryogénisation et s'est tourné vers Hunter. Hunter lui a demandé « Tu penses qu'il fonctionne ?» En mettant sa main dessus, un des sas de compression et un des sas de cryogénisation s'est ouvert tout seul. Il s'est ouvert en 2 parties. Et ensuite, le lit à l'intérieur du sas de cryogénisation a coulissé devant eux, pouvant ainsi déposer la personne juste tout le long sur le lit.
Ensuite, elle s'est refermée une fois que Hunter avait passé sa main en dessous pour le relever. Il s'est refermé tout seul, et quand ils sont ressortis, la porte s'est refermée. Une deuxième porte sur le côté s'est ouverte, et ils sont allés voir, ils sont entrés dans un laboratoire. Denver était en train de marcher devant avec son arme. Il n'était pas en train de suivre la lumière parce qu'il marchait dans un couloir sombre et obscur. Il n'y avait que l'obscurité. Il était en train de suivre la lampe de poche de son arme et surtout était en train de suivre le laser de son arme qui allait plus loin que la lumière de sa lampe de poche. À un moment, ils sont arrivés devant une autre porte qui s'est ouverte. Cette porte s'est ouverte grâce à une caméra sur le côté qu'ils ont pu remarquer grâce à une petite lumière bleue, une petite lumière jaune, une blanche et une petite lumière rouge. Et cette petite lumière verte qui clignotait aléatoirement. La porte s'est allumée et les lumières ont disparu. La caméra est redevenue une boule noire. À l'intérieur, il y avait plein d'expériences avec des souches, des molécules, du sang, des flacons avec à l'intérieur des cheveux, un peu de salive, des liquides blancs, des liquides noirs, des liquides blancs avec des bulles d'air, et juste à l'intérieur, des liquides blancs avec une forme visqueuse, une sorte de liquide noir très visqueux. À l'intérieur, il y avait des petites fioles pour pouvoir en récupérer quelques flacons ou alors quelques morceaux de ce liquide, quelques gouttes de ce liquide et en faire des tests ADN. Ils sont rentrés et ont cherché pendant des heures ce qui pouvait s'y passer, mais n'ont rien trouvé, si ce n'est que des cages vides avec des cadavres d'animaux morts. Dans le désert, Dolores arrivait à dos de cheval, un cheval couleur crème. Alors qu'elle arriva à dos de cheval, le cheval baissa la garde. Elle descendit de son cheval et prit alors son arme. Elle dégaina son arme et la pointa vers deux personnes, deux hommes à genoux, à terre. Du sang se versait par terre sur le sol et coulait de leur front. Alors que Dolores pointa le fusil à bout portant sur leur tempe, elle demanda alors un dernier mot au premier homme et un second mot et elle demanda un second mot au second homme. Le second homme leva la tête et lui lança un regard méchant et menaçant. Dolores leva son arme, haussa les épaules. Elle haussa les épaules, redressa les épaules. Elle redressa le dos droit, regarda l'homme en face. Elle chargea son fusil, fit tourner le barillat. Elle fit tourner le barillet, appuya sur la détente. Une dernière fois. Une dernière fois, elle lui demanda encore une fois, après avoir appuyé sur la détente pour le menacer. L'homme la regarda encore une fois, de la même manière. Dolores appuya encore une fois sur la détente. Cette fois-ci, Dolores se mit alors juste en face de l'homme. Regardant l'homme qui était à côté de lui, elle lui retira son chapeau et le posa par terre. Le cheval, agité sur le côté, Dolores vint à le calmer en se mettant juste à côté de lui. Dolores calma son cheval et revint alors près de l'homme. Elle se mit à genoux. Elle souleva sa jupe et se mit alors à genoux. Juste devant l'homme, elle mit un genou à terre. Elle prit alors son fusil. Elle prit son fusil à son ceinturon. Elle fit alors sortir le barillet. Elle fit tourner le barillet une fois devant ses yeux, avec un sourire, avec un sourire en coin, avec un sourire au coin des lèvres. Elle regardait l'homme dans les yeux. Elle regardait l'homme dans les yeux et elle le fixait du regard. Elle prit le barillet qu'elle lui montrait juste devant lui, en train de tourner. Elle montra le barillet en train de tourner devant ses yeux. Elle mit alors une balle que l'homme put apercevoir traverser le barillet. Elle le fit tourner une troisième fois et rentra le barillet à l'intérieur du fusil. Elle appuya sur la détente
Elle appuya sur la détente, mais le fusil n'était pas chargé. Elle appuya juste sur la détente et regarda l'homme. Ensuite, chargée, elle fit tourner le barillet et mit alors à l'intérieur une balle, une deuxième balle, une troisième balle, une quatrième balle. Au final, après la cinquième balle, elle remplit le barillet. Elle fit tourner le barillet. Elle fit tourner le barillet, leva, leva le bras très haut, et avec le fusil en bout de main, finalement, elle tira une fois, deux fois, trois fois. Elle se rabaissa juste à genoux devant l'homme. Elle prit alors le fusil, en lui disant d'une voix basse, et calme, elle regarda l'homme, qui le regardait toujours de la même manière, en lui disant qu'il ne restait plus qu'une balle. Elle pointa le fusil sur l'homme à côté de lui. L'homme tourna la tête avec un foulard blanc qui était accroché à sa bouche. Elle regardait l'homme à côté de lui, blessé, beaucoup plus blessé que lui, avec un foulard sur les yeux. Elle appuya la tempe sur son front. L'homme trébucha en arrière et ne put se rattraper car il était déjà accroché dans le dos. Dolorès regarda l'homme tomber et mit alors son pied et sa jambe qu'elle appuya alors tout contre lui. Elle se mit juste à côté de lui et lui chuchota: pour qui va être la dernière balle? Juste à côté, l'homme avec les yeux bandés, juste à côté, entendit alors résonner un coup de feu. Très lointain, mais ensuite très proche. Dolorès fit tourner encore une fois le fusil, s'approcha de l'homme avec les yeux bandés. Elle le regarda et fit tourner le barillet juste à côté de son oreille. Elle partit avec son cheval et les laissa tous les deux comme ça. L'un des deux était mort, l'autre vivant. Elle le laissa comme ça, au bord de la falaise, dans le parc. Elle repartit avec son fusil. Et repartit avec son cheval. Elle se fit arrêter ensuite par deux hommes qui l'arrêta. Juste au bout, il y avait Maeve qui était en train de descendre avec un 4x4. Dans un laboratoire. Accueillis par deux drones avec l'intelligence de deux hôtes du parc. Les drones montrèrent à Dolorès un double de sa copie. Les deux drones montrèrent alors un double de sa copie juste en face de Dolorès qui était assise juste sur une table. Dolorès avait été ramenée par Maeve, qui l'avait capturée et qui avait envoyé ces deux hommes. Capturée, Dolorès, allongée sur une table, se fit alors complètement démanteler, morceau par morceau. Les bras, les jambes firent alors déconnecter de son contact. Enlevés. Et ensuite, on enleva sa peau. On enleva ses os. Morceau après morceau, Dolorès fit déconnecter. Ensuite, les drones emmena alors les morceaux de Dolorès dans un laboratoire. Reconstruit alors Dolorès à partir de l'original. Ils reconstruirent Dolorès à partir de l'original pour pouvoir la réenvoyer dans le parc. Lorsqu'elle était reconstruite, Maeve l'asseyait sur une chaise dans un laboratoire vitré, la regardait et lui demanda alors comment elle s'appelait. Dolorès répondit d'une voix calme et posée. Elle répondit: Dolorès Abernathy. Maeve lui fit passer toutes sortes de tests, des tests physiques, des tests psychologiques, des tests mentaux. Elle lui fit passer plein de tests afin de passer ensuite aux tests physiques pour pouvoir voir comment elle fonctionnait. Elle se mit en face de Dolorès avec une tablette en main et elle lui posa certaines questions sur son existence, sur son passé, sur ce qu'elle avait vécu, sur comment elle avait réussi à accroître cette capacité à avoir sa conscience à elle toute seule. Elle lui posait des questions. Et ensuite, elle appela Lee. Lee ouvrit alors le laboratoire avec un pass et il fit remonter Dolorès à la surface. Dolorès fut emmenée à la surface et laissée pour seule au milieu du désert, dans le parc. Lorsqu'ils ont aperçu le château des Princeps, le soleil rouge fit éruption. Très
Très vite, la nuit tomba. Ils aperçurent le château des Princeps. Surpris, Bellamy, autant que Murphy, autant que Clark, autant que Emory, et tous les autres qui étaient présents, Echo, regardèrent le château pendant un instant, les armes baissées. Les armes baissées, ils regardèrent le château. Emory, Echo, Murphy. Tout le monde regardait le château. À un moment, ils se sont avancés. Ils ont continué sur la route et sont arrivés juste devant le château. La nuit tomba très vite. Clark regarda un petit peu partout, dans les maisons. Clark ouvrit les portes et regarda dans les maisons s'il n'y avait personne. Elle se tourna vers Emory, se tourna vers Echo qui rangea son arme directement qu'elle avait dégainée sous son bras. Elle avait dégainé son arme sous son bras, qu'elle tenait juste en revers en face d'elle. La lame de son arme faisait la taille de son bras et était en revers contre son bras. Il fallait simplement la lui dégainer pour pouvoir s'en servir. Elle était en revers en train de marcher avec son arme devant elle. Clark était arrivé devant Echo et devant Emory, qui était en train de regarder avec une arme s'il n'y avait rien. Clark, elle, faisait la même chose. Arrivant devant Echo et Emory, elle leur dit alors « Bon, je crois qu'il n'y a personne ?» Alors que Murphy était parti se terrer dans un coin, derrière un mur, avec son arme, pensant que tout le monde était fou. Pensant que tout le monde était fou, ce qu'il se répétait encore et encore, qu'il était complètement sain d'esprit, mais que les autres étaient complètement fous et avaient perdu les pédales. Ça faisait déjà un moment que le soleil rouge était arrivé, mais pas assez pour avoir atteint les autres, seulement pour avoir atteint Murphy. Alors qu'il entendit un coup de sabre, et un hurlement, comme si quelqu'un s'était fait toucher, comme si quelqu'un s'était fait toucher à l'épaule ou alors au bras. Il entendit un hurlement et regarda juste par derrière le mur. Il vit alors Clark au sol et Echo au-dessus d'elle, avec la lame de son épée juste entre ses yeux au-dessus de son nez. Echo qui était en train de forcer sa lame, et Echo qui était en train de forcer contre le manche de sa lame pour pouvoir l'enfoncer entre les yeux de Clark. Clark qui était en train de résister contre Echo, qui était en train de résister contre toute sa force en tenant son arme, l'arme de Echo, en la tenant juste par la lame. Alors que le sang coulait entre ses doigts, elle serrait encore plus fort. À un moment, elle prit Echo par le buste et la poussa contre le sol. Elle se mit sur elle, mais c'est juste à ce moment-là que Clark commença à entendre des voix, celles de sa mère. Elle commença à entendre des voix, celles de sa mère qui lui répétait que tout était de sa faute, que tout ce qui lui arriva, que tout ce qui arrivait à ses copains, que tout ce qui arrivait à Echo, à Emory, qui était complètement hors de contrôle, qui était en train d'essayer de se battre contre elle-même, contre un mur, qui était en train de donner des coups de sabre contre un mur, contre elle-même, contre une glace. À l'intérieur du château, lorsque Echo est rentrée, elle commença à mettre des coups de sabre partout, comme si elle avait l'impression de voir des gens. Elle avait l'impression de voir des gens. Elle disait voir des gens debout devant elle qui ne faisaient rien, qui la regardaient juste avec des petits yeux blancs pétillants. Juste avec des petits yeux blancs pétillants, ces gens ne faisaient rien et la regardaient, comme des ombres sournoises prisonnières autour d'elle. Elle était en train, elle était en train de frapper sur le sol, de frapper autour d'elle. Elle donnait des coups de revers, des coups de sabre et des coups de lame. À un moment, Emory a essayé de l'arrêter, mais Emory partit en combat avec elle. Elle commença à voir la même chose, des personnes rigides, raides, qui les regardaient, avec des yeux pétillants et brillants dans le noir. Clark commença alors à entendre des voix. Toujours sa mère qui lui disait que tout était de sa faute. Bellamy commença à frapper contre la porte pour essayer de rentrer. Clark se réfugia à l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui se passait. Elle sortit alors et regarda le soleil rouge très fixement. Elle comprit alors qu'il ne savait absolument pas, que aucun d'eux ne savait comment survivre ici. Elle sortit et essaya alors de calmer ses amis. Mais le soleil rouge disparut, et tout le monde se retrouva dans une situation improbable. Echo contre un mur avec son sabre le long de son bras, presque dégainé comme pour attaquer quelqu'un. Murphy contre un mur avec son arme, ne se souvenant plus de rien.
Tout le monde était à terre, blessé ou couvert de sang. En train de regarder le ciel, le soleil rouge disparut. Clark comprit alors qu'il ne savait absolument pas comment survivre ici. Alors que tout le monde était dans un état déplorable, couvert de sang, avec les vêtements déchirés, avec une blessure à l'épaule, alors que encore par terre, Emory essayait de se débattre, et que encore par terre, blessé, couvert de sang de tout le côté de son corps, les vêtements déchirés, avec sa veste en cuir noir déchirée et ses épaulettes en métal déchirées, Echo était en train de se relever. Elle boitait et avait la jambe complètement lacérée. Elle avait le bras complètement lacéré et son épaule qui était ouverte en deux, à cause d'un coup de lame qu'elle s'était infligé toute seule. Alors que Echo était en train de se relever à une main, avec un genou à terre, elle était en train de se relever. Les princeps arrivèrent. Russell Princeps et les enfants de Gabriel arrivèrent. Russell Princeps cria alors « Mettez-les en cage, enfermez-les, tout de suite !» Clark, Echo et Murphy fit tous emmener à l'intérieur d'une cage et firent prisonniers à l'intérieur de cette cage. La cage fut fermée, sous scellée. Sous scellée, elle fut fermée. Elle fut condamnée. Elle fut condamnée par Russell Princeps qu'on entendit condamner-la. Condamnez-la. Ils condamnèrent la porte avec des morceaux. Ils condamnèrent la porte avec des bûches, avec des grandes bûches en bois qu'ils mettèrent sur des accroches qu'ils avaient fabriquées pour condamner la porte. Impossible d'ouvrir la porte. Des accroches qu'ils avaient fabriquées, une grosse bûche en bois qu'ils avaient mise au-dessus. Dessus était gravée la spirale des princeps. Dessus était gravée la spirale des princeps. La bûche avait été accrochée sur les accroches en bois qu'il y avait déjà sur la porte. 3 bûchers avaient été mis, un pour Clark, un pour Murphy, un pour Echo. 2 autres bûchers devant, un pour Emory et un pour Bellamy. Les bûchers n'attendaient plus que eux. Il y avait déjà la corde, l'essence sur les bûches, et juste devant, tout le monde qui attendait. Tout le monde attendait avec le sourire. Tous les princeps attendaient avec le sourire le soir des festivités, le soir où on allait les mettre. Une intrusion était un péché pour les princeps. Ils enfermèrent alors Maddie, mais ne savaient pas ce qu'ils avaient entre les mains. Ils avaient la flamme des commandants entre les mains. Clark crièrent « Maddie ! Maddie ! Maddie !» crièrent-elles encore. Elle était à genoux par terre. Elles crièrent alors « Maddie ! Maddie !» Encore et encore, elles criaient son nom. Alors que Russell Princeps prit Maddie par les bras, prit Maddie par les épaules, elles crièrent encore son nom, encore plus fort, encore plus fort. Et Maddie fut emportée par les princeps à l'intérieur d'un endroit sur lequel il y avait juste une chaise avec au-dessus une sorte de laser avec au-dessus une sorte de laser avec une pointe. On lui mit un casque en métal. Elle sentit le froid sur son front. Elle était en transpiration, les cheveux mouillés. Les cheveux mouillés, elle était en transpiration avec un casque en métal juste au-dessus d'elle. Le laser pointèrent alors le bout de son front pour pouvoir séparer son esprit en deux, afin de donner une partie à Shaileda et afin de donner une partie à Maddie, de lui laisser l'autre partie. Ils essayaient de dupliquer son esprit et de laisser Shaileda entrer. Maddie était sous l'emprise de Shaileda, le commandant obscur, mais les princeps s'en occupèrent. Autour d'elle, il y avait les enfants de Gabriel qui s'occupaient d'elle et qui lui répétaient que tout allait bien aller, et Maddie était en train de les regarder. Ils pratiquèrent une sorte de rituel, une sorte d'exorcisme, afin de couper son esprit en deux et de donner une partie à Shaideda, le commandant obscur. Ils essayaient de le faire revenir de la flamme. Ils essayaient de le faire revenir de la flamme des commandants qu'ils avaient extrait du cou de Maddie. À partir de là, ils allaient donner un morceau, une partie de l'esprit de Maddie à Shaideda. Maddie était enfermée et ne savait plus quoi faire. À ce moment-là, on entendit crier, on entendit des coups de lame. On entendit des coups de lame et on entendit crier. On entendit les bûchers tomber les uns après les autres. Indra et Octavia rentrèrent à l'intérieur de la foule, découpant des bras, découpant des membres, et firent alors crier et retentir des cris un peu partout. Octavia crièrent ce qu'elle criait. Octavia crièrent ce qu'elle criait sur l'arche et dans les Ligius. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Elles crièrent encore ça.
Encore et encore et encore, cela lui donnait du courage. Les gens tombaient un par un, comme des feuilles mortes. Les bras tombaient, le sang coulait. Et Indra, à ses côtés, dos à dos, elles se retrouvèrent au milieu de la foule. Alors que les gens essayaient d'esquiver les coups, mais n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient rien, ni lame, ni couteau. Indra et Octavia fit disparaître la foule d'un coup d'un seul. Ensuite, en faisant tomber les bûchers, ils firent brûler le château. Clark descendit par le côté, avec sur le côté, à côté d'elle, bras dessus, bras dessous, Maddy, qui était encore transpirante et couverte de liquide qu'on a, et couverte de liquide qu'on avait mis sur elle, une sorte d'eau, une sorte d'eau qui était censée la purifier pour pouvoir séparer son esprit en deux. Ils l'emmenèrent alors à l'intérieur du vaisseau, mais à ce moment-là, Murphy vit alors le soleil rouge réapparaître. Il vit le soleil rouge réapparaître et voulut alors emporter Clark avec lui à l'intérieur du château. Ils l'emportèrent à l'intérieur de la salle des squelettes et voulut la terminer. Il voulut la terminer, l'achever, la descendre sur place entre deux squelettes. Mais il ne savait plus quoi faire et prit alors son arme. Il prit l'arme de Clark et essaya de tirer sur un squelette, sur un suivant et sur un troisième. Tous les squelettes se mirent à tomber. Ensuite, ce fut le tour de Clark qui évita le coup fatal. Elle prit alors Murphy et le mit alors sur le sol. Il sentait encore la puissance du soleil. Elle dut alors appeler Echo et Bellamy pour maîtriser Murphy et l'envoya dans l'Eligius, surveillé par Raven et par Echo.